Je n'ai jamais cru au coup de foudre, jusqu'à ce qu'elle entre dans ma salle de réunion. En tant que PDG milliardaire, je pouvais tout avoir, sauf elle. Juste au moment où j'avais enfin trouvé le courage d'avouer mes sentiments, elle a disparu sans laisser de traces. Ce que j'ai découvert ensuite a tout changé. Avant de révéler comment je l'ai retrouvée, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire vraie aussi incroyable que celle-ci. Je ne m'attendais pas à ce que ma vie change ce mardi matin-là. Mon univers se résumait aux vues panoramiques des gratte-ciel, aux acquisitions d'entreprises et à la poursuite incessante du prochain milliard. À 38 ans, j'avais transformé Palmer Technology d'une petite start-up en un empire mondial avec des bureaux sur 3 continents. Mes journées n'étaient là qu'une succession de réunions de direction, de vols en jet privé et de galas de charité où tout le monde voulait quelque chose de moi. Mon penthouse surplombait Central Park. Mon garage abritait des voitures valant plus que la maison de la plupart des gens. Et mon agenda était géré à la minute près par une armée d'assistants. J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, et pourtant, il me manquait quelque chose, même si je m'interdisais d'y penser. Ce matin-là a commencé comme tous les autres. J'étais arrivé au bureau à 6 heures. J'avais examiné les projections trimestrielles pendant que mon chef personnel préparait mon petit déjeuner riche en protéines dans la cuisine exécutive. La réunion du conseil était prévue à 9 heures pour discuter de notre dernière acquisition logicielle. Je ne m'attendais à rien d'autre que la routine. Tableau de chiffres, analyse de marché, objectifs ambitieux. Puis elle est entrée, les bras chargés de documents de présentation, s'excusant de son léger retard. Emma Chen, récemment recrutée dans notre équipe de développement produit, remplaçant son superviseur tombé malade. Quelque chose en elle a immédiatement capté mon attention. Ce n'était pas seulement sa beauté, même si elle était indéniable, avec ses yeux intelligents et sa posture assurée. C'était la façon dont elle imposait sa présence malgré sa nervosité évidente, la clarté avec laquelle elle expliquait des concepts techniques complexes, la détermination tranquille dans sa voix. Pour la première fois depuis des années, j'étais complètement distrait pendant une réunion. Je me surprenais à observer ses mains lorsqu'elle gesticulait, à remarquer le léger plissement autour de ses yeux lorsqu'elle souriait. Lorsqu'elle a poliment mais fermement contredit l'un de mes vice-présidents sur les délais de mise en œuvre, j'ai ressenti quelque chose de nouveau, de l'admiration, de l'intérêt, de la curiosité. À la fin de la réunion, je savais que je voulais en savoir plus sur Emma Chen, et cette prise de conscience m'effrayait plus que n'importe quel défi professionnel que j'avais affronté. Palmer Technologies n'était pas juste mon entreprise, c'était mon identité. J'avais tout bâti à partir de rien, transformant un simple logiciel codé dans mon garage en un empire technologique évalué à plus de 8 milliards de dollars. Notre siège social occupait 30 étages de verre et d'acier étincelants en plein centre-ville, et mon bureau, perché au dernier étage, offrait une vue imprenable sur la ville que j'avais conquise. La plupart du temps, cette vue me suffisait. La plupart du temps, je me persuadais que j'étais comblé. Après cette réunion du conseil, je me suis surpris à chercher des prétextes pour impliquer Emma dans des projets qui ne faisaient normalement pas partie de ses attributions. J'ai exigé sa présence dans des réunions exécutives, sollicité son avis sur les feuilles de route produits et même demandé à mon assistante d'organiser des sessions en tête-à-tête pour faire le point sur les progrès de son département. Mon équipe dirigeante a levé les sourcils. Il était inhabituel que je m'intéresse autant à quelqu'un situé 5 échelons en dessous dans la hiérarchie. Mais personne n'a osé me questionner directement. C'est ce qui arrive quand on signe les chèques. J'ai appris qu'elle avait un master du MIT, parlait 3 langues et avait refusé des offres de nos concurrents pour rejoindre Palmer. Ses évaluations de performance étaient excellentes, mettant en avant son esprit novateur et son approche collaborative. En réunion, elle s'exprimait avec assurance, mais sans arrogance, contestait les idées avec respect et percevait souvent des perspectives que d'autres manquaient. Notre première vraie conversation a eu lieu tard un soir. La plupart des bureaux étaient vides, mais j'ai remarqué de la lumière s'échappant d'un des laboratoires de développement. Emma était là, entourée d'écrans prototypes, totalement absorbée par son travail. Je suis passé simplement pour la saluer. 3 heures plus tard,
Nous étions toujours en train de parler de technologie, des tendances du marché, des livres que nous avions lus, des endroits où nous avions voyagé. Elle ne m'a jamais traité comme le président directeur général milliardaire. Elle me parlait comme à un collègue, un passionné, peut-être même un ami. En rentrant dans mon penthouse vide ce soir-là, j'ai réalisé que c'était la première conversation sincère que j'avais eue depuis des années. Une où l'autre personne ne voulait rien de moi, si ce n'est mes idées. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, repensant à son rire, à la manière dont elle replaçait une mèche de cheveux derrière son oreille quand elle réfléchissait, à la façon dont elle défiait ma pensée comme aucun de mes collaborateurs ne le faisait. Je me suis dit que ce n'était qu'une admiration professionnelle. Avec le recul, j'étais déjà en train de tomber amoureux, même si je ne l'admettrais pas avant des mois. 6 mois après l'arrivée d'Emma chez Palmer Technologies, nos chemins se croisaient de plus en plus souvent. Le grand challenge d'innovation annuel approchait, l'événement interne le plus prestigieux de notre entreprise, où les équipes rivalisaient pour développer des concepts révolutionnaires. J'ai pris une décision sans précédent: encadrer personnellement les 3 meilleures équipes, plutôt que de déléguer à mes responsables de l'innovation. Sans surprise, l'équipe d'Emma a été sélectionnée grâce à leur interface d'accessibilité révolutionnaire. Pendant 8 semaines, nous avons passé des heures ensemble dans des salles de réunion et des laboratoires, entourés de tableaux blancs et de prototypes. Je me suis surpris à attendre ces sessions avec plus d'impatience que les conseils d'administration ou les appels aux investisseurs. Emma ne semblait jamais impressionnée par mon statut. Elle contestait mes hypothèses, proposait d'autres approches et levait parfois les yeux au ciel devant mes idées les plus extravagantes. C'était rafraîchissant. J'ai remarqué des détails. Comment elle apportait toujours du café pour toute son équipe, pas seulement pour elle. Comment elle attribuait volontiers le mérite à ses collègues, mais prenait la responsabilité des échecs. Le minuscule origami de grue qu'elle pliait à partir de bouts de papier, en réfléchissant à des problèmes complexes. Les citations de romans de science-fiction obscurs qu'elle glissait dans la conversation. Des livres que, contre toute attente, j'avais lus moi aussi. Un soir, alors que nous travaillions tard pour respecter un délai, j'ai commandé à manger pour toute l'équipe. Des heures plus tard, quand tout le monde était parti, Emma et moi étions encore là, au milieu des boîtes vides de plats à emporter, peaufinant sa présentation. Elle m'a parlé de son enfance dans un petit appartement, de ses parents immigrés venus avec rien d'autre que leur détermination, des 3 emplois qu'elle avait cumulés pour payer ses études, de son rêve de créer une technologie qui aide les gens plutôt que de simplement les divertir. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu envie de partager en retour. Quand son équipe a remporté le défi, j'ai ressenti plus de fierté que si j'avais conclu un accord d'1 milliard de dollars. La regarder recevoir son prix, rayonnante de réussite, m'a fait réaliser avec une clarté déconcertante que mes sentiments avaient évolué bien au-delà d'une simple admiration professionnelle. Je tombais amoureux d'Emma Chen et je n'avais absolument aucune idée de ce que je devais faire. Sortir avec une collègue est déjà compliqué. Sortir avec une employée quand on possède l'entreprise, c'est un champ de mine dans lequel peu oseraient s'aventurer. Chaque soir, je rentrais dans mon penthouse et me convainquais d'oublier mes sentiments. Le déséquilibre de pouvoir était indéniable. Si j'approchais Emma, se sentirait-elle obligée de répondre favorablement? Remettrait-elle en question chaque promotion ou opportunité qu'elle recevrait ensuite? Le conseil d'administration y verrait-il un risque? Mes employés perdraient-ils le respect qu'ils avaient pour moi? J'avais bâti ma carrière sur la prise de risques calculés et des décisions rapides. Mais face à ce dilemme personnel, je me retrouvais paralysé. Pendant des semaines, j'ai analysé nos interactions à distance, comme s'il s'agissait de rapports trimestriels. Il y avait des moments, un regard prolongé, un frôlement qui durait 1 seconde de trop, des conversations qui dérivaient du professionnel vers le personnel, qui me donnaient de l'espoir. Mais voyais-je seulement ce que je voulais voir? Finalement, je me suis confié à Marcus, mon directeur des opérations, et mon plus vieil ami. Nous étions sur mon yacht, loin au large,
hors de portée des oreilles indiscrètes. Je m'attendais à un jugement ou à une leçon sur la responsabilité en entreprise. À la place, il a éclaté de rire. James, ça fait 20 ans que je te connais, et je ne t'ai jamais vu regarder un tableau Excel comme tu regardes cette femme. Tu t'illumines quand elle entre dans une pièce. C'est évident pour tout le monde. Sauf pour toi, apparemment. Mais l'entreprise survivra. La vraie question, c'est: regretteras-tu de ne pas avoir saisi ta chance? Ces mots m'ont hanté. Ce soir-là, en regardant les lumières de la ville depuis mon balcon, j'ai pris ma décision. J'allais parler à Emma, mais avec prudence. Je voulais lui assurer que sa position au sein de l'entreprise resterait intacte, quelle que soit sa réponse. Je proposerais d'impliquer les ressources humaines pour établir des limites claires. Et si elle n'était pas intéressée, je respecterais cela et ferais en sorte qu'aucune gêne n'en découle. J'ai tout planifié minutieusement. Je l'inviterai à discuter de l'expansion de son projet lors d'un dîner dans un petit restaurant discret que je possédais. Suffisamment professionnel pour ne pas éveiller immédiatement les soupçons, mais assez privé pour permettre une vraie conversation. J'ai même répété ce que je lui dirais, une chose que je n'avais pas faite depuis mon tout premier pitch aux investisseurs, des décennies auparavant. Le dîner était prévu pour vendredi. Le jeudi soir, je me sentais à la fois comme un adolescent nerveux et comme un stratège préparant son acquisition la plus importante. Ce que je ne savais pas, c'est que mes plans soigneusement élaborés allaient s'effondrer complètement. Vendredi matin, je me suis réveillé avec un mélange inhabituel de nervosité et d'anticipation. J'ai choisi mon costume le moins intimidant, gris anthracite au lieu de noir, sans cravate imposante. Et je suis arrivé au bureau plus tôt que d'habitude. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est venu lors du point hebdomadaire de 9 heures. L'équipe d'Emma était présente, mais ce n'était pas elle qui dirigeait la présentation comme prévu. Son adjoint a pris la parole, se contentant de dire: Emma ne pouvait pas être là aujourd'hui. À midi, l'inquiétude avait remplacé l'anticipation. Emma n'avait jamais manqué une réunion sans prévenir. J'ai demandé à son responsable de département si elle s'était déclarée malade. Le regard perplexe qu'il m'a lancé m'a glacé le sang. « Monsieur, nous pensions que vous étiez au courant. Les ressources humaines ont reçu sa lettre de démission hier après-midi. » Effet immédiat. La pièce a semblé basculer. J'ai réussi à garder mon calme, hochant la tête comme si c'était une information attendue, avant de me réfugier dans mon bureau. Mon assistante a confirmé la nouvelle. Emma avait bien démissionné, invoquant des raisons personnelles. Elle avait déposé son ordinateur, son badge de sécurité et une enveloppe scellée au RH avant de partir, sans dire au revoir à personne. J'ai ouvert son dossier RH. Sa lettre de démission était polie, professionnelle, douloureusement impersonnelle. Elle remerciait Palmer Technologies pour les opportunités offertes, exprimait sa gratitude pour son passage dans l'entreprise et souhaitait à tous un avenir prospère. Pas un mot sur les raisons de son départ, ni sur ce qu'elle comptait faire ensuite. Pas de message personnel pour moi. Rien. Je l'ai appelée immédiatement. L'appel est tombé sur sa messagerie. Je lui ai envoyé un message. Aucune réponse. Le soir venu, son email professionnel était déjà désactivé. En regardant ses réseaux sociaux, j'ai découvert qu'ils avaient été supprimés ou vidés de leur contenu récent. Ce soir-là, au lieu du dîner soigneusement orchestré où j'aurais enfin exprimé mes sentiments, je me suis retrouvé seul dans mon penthouse, repassant en boucle toutes nos interactions, cherchant un indice que j'aurais pu manquer. Avait-elle deviné mes intentions et trouvé cela si répugnant qu'elle préférait disparaître? Avais-je complètement mal interprété notre connexion? Ou y avait-il une autre raison, quelque chose que je ne pouvais même pas imaginer? Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis senti totalement impuissant. Emma Chen avait disparu de mon entreprise et de ma vie sans laisser de traces, emportant avec elle les réponses que je voulais désespérément et des sentiments que je n'avais jamais eu l'occasion d'exprimer. Moi qui avais bâti ma fortune en résolvant des problèmes, je me retrouvais face à une énigme que je ne savais pas résoudre. Lundi matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade.
Une chose que je n'avais jamais faite en 15 ans à la tête de Palmer Technologies. Je ne pouvais pas affronter ce bureau, ces salles de réunion où son absence se ferait cruellement ressentir. À la place, j'ai contacté Blackridge Securities, une agence d'investigation privée discrète que j'avais déjà employée pour des vérifications d'antécédents professionnels. Je dois retrouver quelqu'un, ai-je dit à la directrice de l'agence, Diana, une ancienne agente fédérale. Je lui ai donné les informations d'Emma, insistant sur le fait que je voulais uniquement des renseignements. Pas de contact, pas d'intervention. Juste la confirmation qu'elle était en sécurité et peut-être comprendre pourquoi elle était partie si brusquement. Les jours ont passé avec une lenteur insupportable. Son dossier personnel ne révélait rien de plus que ce que je savais déjà. Son contact d'urgence était une tante à Seattle qui, interrogée par mes enquêteurs, semblait sincèrement déconcertée. Elle n'avait pas eu de nouvelles d'Emma depuis des semaines. Ses anciens employeurs lui avaient donné d'excellentes recommandations, mais sans apporter d'éclairage personnel. Son appartement avait été vidé, le bail résilié avec une pénalité conséquente pour rupture anticipée. C'était comme si Emma avait orchestré sa disparition avec la même précision qu'elle appliquait à ses projets professionnels. Les réseaux sociaux ne fournissaient aucun indice. L'équipe de Diana avait retrouvé son album de fin d'études, son annonce de remise de diplôme, ses certifications professionnelles. Autant d'étapes normales dans la vie d'une jeune professionnelle accomplie. Rien n'expliquait son acte de disparition soudaine. Chaque jour, sans réponse, enfonçait un peu plus le couteau dans la plaie. Je remettais tout en question. Nos conversations, les projets sur lesquels nous avions travaillé ensemble, même les protocoles de sécurité de l'entreprise. Lui était-il arrivé quelque chose qui l'avait poussé à fuir? Y avait-il une menace que j'avais négligée? Ou bien l'explication la plus simple était-elle la bonne? Avait-elle deviné mes sentiments et préféré disparaître plutôt que d'affronter une situation inconfortable? Seul dans mon penthouse, un verre de scotch à la main, j'ai dû faire face à une vérité que j'évitais depuis le début. Peut-être que retrouver Emma n'était pas la bonne chose à faire. Si elle avait pris tant de précautions pour disparaître, peut-être méritait-elle qu'on respecte son choix, aussi douloureuse que soit son absence pour moi. J'étais sur le point d'annuler les recherches lorsque mon téléphone a sonné. C'était Diana, et sa voix était empreinte d'une urgence inhabituelle. « Monsieur Palmer, nous avons trouvé quelque chose. À propos d'Emma Chen. Ou plutôt, à propos de qui elle était avant d'être Emma Chen. » Le dossier que Diana m'a envoyé donnait l'impression de lire le portrait d'une inconnue portant le visage d'Emma. D'après leur enquête, Emma Chen n'existait que depuis 3 ans. Avant cela, elle s'appelait Mei Lin Zhao, une brillante ingénieure en logiciel chez Vertex Dynamics, le plus grand concurrent de mon entreprise et la cible d'une enquête fédérale en cours pour espionnage industriel. Mon esprit s'est emballé, imaginant une série de scénarios, chacun plus dévastateur que le précédent. Avait-elle été envoyée à Palmer Technologies dans un but précis? Notre lien avait-il été fabriqué pour m'extorquer des informations? Les dates ne mentaient pas. Son départ coïncidait exactement avec l'annonce par le ministère de la Justice d'un élargissement des investigations contre Vertex. Je suis resté figé, mon verre de scotch oublié, pendant que Diana poursuivait son explication. Mei-Lin avait été l'étoile montante de Vertex, jusqu'à ce qu'elle découvre que son travail servait à voler des algorithmes propriétaires à des entreprises concurrentes, including Palmer Technologies. Selon un témoignage confidentiel que Diana avait réussi à obtenir, Mei-Lin était devenue informatrice pour le FBI 18 mois plus tôt, rassemblant discrètement des preuves contre les dirigeants de Vertex. Elle a quitté Vertex, changé d'identité avec l'aide des fédéraux et a fini par postuler chez Palmer Technologies, expliqua Diana. Mais voici le plus intéressant. Elle n'a pas été placée chez vous par le FBI. Elle a choisi votre entreprise contre leur recommandation de quitter l'industrie définitivement. Ma poitrine s'est serrée. Pourquoi ferait-elle ça? Son témoignage indique qu'elle voulait voir son travail utilisé de manière éthique. Elle a spécifiquement mentionné la réputation de votre entreprise pour l'innovation sans franchir les limites légales. Le dernier élément du puzzle s'est mis en place lorsqu'elle m'a transmis un email fortement censuré de l'agent du FBI en charge de Mei-Lin.
Sa disparition coïncidait avec la découverte de son identité par les dirigeants de Vertex. Le FBI l'avait immédiatement placée sous protection des témoins, coupant tout lien avec son ancienne vie sans avertissement. Elle n'était pas partie à cause de moi. Elle était partie pour sauver sa vie. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'avais pas le droit de perturber sa nouvelle vie ou de compromettre sa sécurité. Mais j'avais des ressources que peu de gens possédaient, et une entreprise technologique à mon service. Si Emma, Maylin, avait besoin de disparaître, je respecterais son choix. Mais avant cela, je voulais lui offrir une chose, la possibilité de savoir qu'elle n'était plus seule. Il a fallu 3 semaines de négociations délicates avec les marshals fédéraux avant qu'ils n'acceptent de transmettre mon message. Je l'ai écrit et réécrit des dizaines de fois, avant de me fixer sur une vérité simple. Je savais qui elle était. Je comprenais pourquoi elle était partie. Et si un jour elle se sentait en sécurité, je serais là. Pas de pression, pas d'attente, juste une porte ouverte. J'ai inclus un moyen de communication sécurisé, développé par mon équipe de cybersécurité, indétectable même pour le FBI. 2 mois ont passé. Je me suis plongé dans le travail, restructurant des départements, lançant de nouveaux produits. En apparence, j'étais le même PDG acharné. Mais chaque soir, je vérifiais ce canal sécurisé, espérant sans trop y croire. Puis, un soir, un seul message est apparu. Central Park, Fontaine Bethesda. Samedi, 8 heures. Je suis arrivé 1 heure en avance, observant les joggeurs faire le tour du bassin. À 8 heures précises, elle est apparue. Ses cheveux étaient plus courts, teintés plus sombres, mais ses yeux étaient inimitables. Nous nous sommes assis sur un banc, une distance prudente entre nous, tous les deux aussi nerveux que des adolescents. « Tu aurais pu me dénoncer, » dit-elle enfin. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?»« Parce que tu mérites de choisir ton propre chemin, » ai-je répondu. Même si cela ne m'inclut pas, ni Palmer Technologies. Elle m'a tout raconté alors. La peur quand sa couverture a été compromise, l'évacuation précipitée, sa nouvelle identité qui était encore en train d'être construite. Son agent fédéral avait failli refuser cette rencontre. J'ai insisté pour cette chance, dit-elle, parce que partir sans explication me semblait injuste. Surtout après... Elle hésita. Après quoi, ai-je demandé, le cœur battant. Après avoir réalisé que je n'étais pas seulement passionné par mon travail, j'attendais avec impatience de te voir chaque jour. Son regard croisa le mien, vulnérable mais résolu. Je n'ai jamais mélangé vie professionnelle et personnelle auparavant. Ça m'a terrifié de voir à quel point j'en avais envie. Nous avons parlé jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel. Des possibilités, des complications, de la réalité de sa situation. Elle ne pouvait pas revenir chez Palmer Technologies, ni reprendre son ancienne vie. Son témoignage finirait par être rendu public. Mais peut-être, lorsque tout cela serait derrière elle, nous pourrions explorer ce qui aurait pu être. Au moment de partir, j'ai brièvement pris sa main. Quoi qu'il arrive, merci pour aujourd'hui. Pour la vérité. Elle a souri, ce sourire éclatant qui m'avait tant manqué. La vérité est une bonne fondation, pour toute chose qui en vaut la peine. Si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Aimez, commentez et partagez avec quelqu'un qui croit aux secondes chances. Et ne manquez pas ma prochaine vidéo où je révélerai comment ce voyage inattendu a changé ma vision des affaires, de la confiance et de ce qui compte vraiment dans un monde où rien n'est jamais tout à fait ce qu'il semble être.